Par rapport à du e-commerce ou quelque chose en B2C où il va y avoir de l'impulsion pour acheter. Sur un SaaS, surtout sur du B2B, il va y avoir plus de critères, on va réfléchir pendant plus longtemps, on va aussi se dire c'est quoi la différence entre ce produit-là et le produit du concurrent. Et donc en fait dans la tête des clients potentiels, c'est soit eux qui contrôlent le narratif, c'est eux qui vont se dire ah c'est comme c'est différent, ou alors c'est les concurrents qui vont dire explicitement la différence. Et donc si on fait pas ce contenu, par exemple mon produit versus l'autre produit ou des guides de les meilleures alternatives à ce produit-là, on va se retrouver à ne pas être en contrôle du narratif de la catégorie du produit dans lequel on est, de son propre produit, et ce qui va faire que les leads vont aller chez le concurrent au lieu d'aller chez nous. Allez, c'est parti, nouvel épisode de Squeeze and Scale, et aujourd'hui on est avec Nicolas, le fondateur de Customer Fitted et spécialiste de Bofu Content pour SaaS B2B. Très content de t'accueillir dans l'émission, Nicolas. Bonjour Eric, très content d'être dans l'émission, dans le podcast. Eh ben écoute, si je t'ai invité, c'est parce que on t'a chaudement recommandé sur un use case qui est celui des pages alternatives to pour les SaaS. On va évidemment expliquer de quoi on parle, mais personnellement, je trouve que c'est un contenu qui est indispensable et souvent mal exécuté chez les SaaS. Et le but d'aujourd'hui, c'est qu'on décortique ensemble un cas client que tu as réalisé, et c'est le principe de l'émission, et qu'on puisse en tirer des apprentissages, voir comment tu t'y prends, et voir aussi quel impact ça a eu, puisque l'impact que tu m'as partagé est assez chouette. Donc voilà, est-ce que tu es prêt à démarrer l'épisode? Allez. Je suis prêt. Alors rapidement, avant de faire un zoom, est-ce que tu peux préciser ce qu'on entend par page alternative to, et pourquoi c'est important pour un SaaS? Ouais. Alors pour un SaaS, par rapport à, on va dire, du e-commerce ou quelque chose en B2C où il va y avoir de l'impulsion pour acheter. Sur un SaaS, surtout sur du B2B, il va y avoir plus de critères, on va réfléchir pendant plus longtemps, et puis parce que on a tout ça en tête, on va aussi se dire mais c'est quoi la différence entre ce produit-là et le produit du concurrent. Et donc en fait dans la tête des clients potentiels, c'est toujours c'est soit eux qui contrôlent le narratif, c'est eux qui vont se dire ah c'est comme c'est différent, c'est comme ça ou comme ça, ou alors c'est les concurrents qui vont dire explicitement la différence, c'est ça ou ça. Et donc si on fait pas ce contenu de par exemple mon produit versus l'autre produit ou des guides de les meilleures alternatives à ce produit-là, on va se retrouver à ne pas être en contrôle du narratif de la catégorie du produit dans lequel on est, de son propre produit, ce qui est un peu dommage, et ce qui va faire que les leads vont aller chez le concurrent au lieu d'aller chez nous. Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'il y a une notion de contrôler narratif, de capter aussi une intention, parce que c'est des pages généralement où il y a de l'intention qui est assez forte, une intention d'achat, soit pour switcher d'un outil à l'autre, soit pour s'équiper d'un outil. Et dans ce cas-là, il y a voilà, une comparaison qui se met en place. J'ajouterais peut-être aussi par rapport à ce que tu as dit, il y a aussi plusieurs décisionnaires dans la boucle en B2B, contrairement au B2C, en tout cas dans la majorité des cas. Et donc effectivement, c'est des pages dans lesquelles on peut adresser les points sur, la checklist, la buyer checklist côté acheteur. Top. Curieux. Donc parlons de ton client. C'est quoi la big picture au moment où tu interviens? C'est quoi la problématique qui l'a amené à se pencher sur ce type de contenu? En fait, la problématique, c'était que voilà, il refaisait le site web, on refait le message, on aussi affine le positionnement, et à ce moment-là, c'est bon, voilà, on a nos avantages concurrentiels, et on doit et on veut réussir à le dire à nos clients en quoi on est différent des autres, surtout que c'est sur une catégorie de produits, donc questionnaire, surveys, qui est, voilà, il y a beaucoup de concurrents. On est sur quelque chose d'assez dans une niche spécifique de ces surveys où c'est des surveys qui apparaissent à l'intérieur de l'application directement au lieu d'être un questionnaire en dehors de l'application ou dans des emails.
Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux leads. Et puis l'avantage d'avoir ça à l'intérieur de l'application, ça veut dire que on peut faire du targeting plus précis, on peut faire de la segmentation plus précise, on peut les montrer au bon moment. Et donc tout ça, il faut bien le dire quelque part, et aussi les bénéfices que ça a par rapport aux concurrents. Et donc c'est dans ce cas-là où on s'est dit il faut qu'on crée ces pages de comparaison. Et puis en plus il y a l'intérêt du SEO, c'est que si on fait alternative à tel produit, les gens qui vont chercher ça dans Google, ils vont avoir notre page, espérons-le, en premier. Ouais, complètement. Il y a la notion de SEO parce qu'il y a une intention, encore une fois, derrière ce genre de requête. Et d'ailleurs, juste pour les auditeurs, on parlera de pages alternatives tout, de pages de comparaison, de pages versus. Enfin voilà, il y a plein de qualificatifs, mais on parle bien de la même chose. Donc c'est quand on compare deux outils entre eux. Du coup, ouais, comment est-ce que tu t'y es pris pour tacler ce challenge, pour montrer qu'en fait il y avait une différenciation et qu'elle était importante? Moi, j'ai envie de comprendre un peu ta méthodologie. Alors, moi, je fais toujours pour mes clients, parce que je vais faire beaucoup de copywriting pour le contenu Bofou. Et puis je fais aussi des ads, donc en fait j'essaye de comprendre qu'est-ce qui va convertir le mieux et comment finalement on peut mettre en avant notre le positionnement. Et donc ce que je vais faire, c'est faire des interviews clients, comprendre les problèmes, parce que surtout pour des surveys ou des questionnaires, beaucoup de gens ont déjà utilisé d'autres solutions, que ce soit Typeform, que ce soit même Google Forms. Enfin voilà, c'est la plupart des clients qu'on a viennent de quelque chose d'autre. Et donc je les interviewe et puis ils vont me dire bon on a utilisé ça avant et puis ça nous plaisait pas parce qu'il y avait ça qui allait pas, parce que c'était trop cher, parce que voilà, il y a énormément de raisons. Et donc ensuite je leur demande voilà, qu'est-ce que vous avez aimé, pourquoi vous avez décidé de choisir ce produit-là. Et puis ils vont me dire on a choisi ça pour ça, ça, ça. Et donc en fait ensuite j'ai une liste de critères de pourquoi les alternatives, les problèmes des alternatives, et puis les bénéfices du produit tel que dit par les clients. Donc j'invente rien, c'est vraiment les clients qui j'utilise le mot des clients. Et donc là-dessus, peut-être je veux juste comprendre, tu réalises combien d'interviews pour te faire une opinion, et comment est-ce que tu sélectionnes aussi les gens que tu vas interviewer? En général, ce que je vais faire, c'est souvent pour ce genre d'informations, je vais utiliser les meilleurs clients. Ceux que souvent, je travaille avec des petites startups. Le CEO, il est en contact avec tous les clients, donc il sait directement. Il faudrait que tu interviewes lui. Et donc c'est comme ça que je vais avoir la liste. Et souvent, ils passent via le support, ils ont aussi quelques informations ils utilisaient ça avant, donc c'est bien de l'interviewer. Ensuite, combien d'interviews, ça c'est toujours, c'est variable. Là, ma technique, c'est que quand je commence à avoir trop de répétitions dans la réponse, je m'arrête. Parce que ça veut dire que j'ai tout ce qu'il me faut. Après, je complémente ça avec justement des surveys. Donc en fait, j'ai déjà quelques pistes avant de faire les interviews avec quelques réponses dans les surveys. Donc, mais voilà, donc ça peut être des fois c'est juste 5 interviews parce que les 5 m'ont dit exactement la même chose à chaque fois. Et donc faire plus que ça, c'est pas. Et puis le temps que ça prend, de toute façon, on peut pas faire sans interviews. Donc tu as ce premier step qui est de faire les interviews. C'est quoi les autres steps pour la recherche? Je vais aller voir je vais faire de la recherche en ligne, c'est-à-dire que je vais aller voir des articles, par exemple des pages de comparaison aussi sur d'autres produits, comment ils se différencient. Je vais aller voir les reviews sur G2 ou sur Capterra
pour savoir quels sont les problèmes que certains utilisateurs rencontrent. Alors, les reviews, c'est souvent biaisé parce que ça va être les sociétés qui vont dire « Oh, vous aimez le produit, allez faire une review ». Mais il y a quand même toujours des petits éléments qu'on peut récupérer qui sont utiles. Et puis, c'est pas forcément sur du SaaS B2B parce que le marché est trop petit, mais sur sur des marchés plus grands, sur les médias sociaux, souvent on peut avoir des informations sur les produits aussi. Ok, donc interview, survey, social listening, on va dire, avec les plateformes comme G2, Capterra. Est-ce qu'il y a d'autres steps dans ta méthode pour justement avoir une vue très complète avant de passer à la rédaction? La vue, elle va être plus... Non, il y a ça, et puis il y a aussi, j'essaye de me mettre à la place du client pour essayer de comprendre moi-même. Bon, dans le cas dont je parle aujourd'hui, je l'ai pas fait parce que il y avait pas de l'IA à l'époque. Mais maintenant, si je veux un petit compte rendu rapidement du marché, je vais utiliser l'IA, je vais utiliser Perplexity avec la recherche ou Claude probablement pour juste bien me rendre compte de avoir une vue d'ensemble rapidement. Ok. J'ai une autre question, puisque moi, ma théorie, c'est quand même que les différenciations entre les SaaS, elles sont de plus en plus fines. Il y a globalement plus ou moins les mêmes features. Après, il y a aussi des différenciations qui vont plutôt être intégrées au produit. Là, comme tu l'as dit, le fait que ce soit des surveys in-app et pas des surveys envoyés via questionnaire, c'est une différenciation dans le produit. C'est les mêmes features quelque part, mais c'est juste la manière de les délivrer qui font qu'il y a une différenciation. Quand la différenciation, elle est pas si évidente que ça, à quoi est-ce qu'on peut se raccrocher? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu recommandes? Alors, j'ai un client qui est comme ça. Je travaille avec lui depuis presque 1 an maintenant. Et donc, mon choix, ça a été de faire... Son pricing était mieux, plus clair que les autres. Donc déjà, j'appuie sur on est moins cher que les gros. L'autre point, c'est que on n'est pas... j'aime bien faire ça souvent sur... on est bootstrapped et on n'a pas levé de fonds et on va vous garder. On n'essaye pas d'avoir des gros clients enterprise. Donc, on est là pour vous. Donc ça, c'est essayer de créer un lien. Et puis, en fait, souvent aussi le service client. Je mets un point important sur on a une satisfaction client qui est importante et regarder tous les testimonials qui parlent du service client. L'autre chose, et là, ces derniers mois, ça depuis l'élection aux États-Unis, ça a une ampleur encore plus importante, c'est de dire on est européen pour les clients, enfin pour les clients européens, même peut-être autres. On est européen, donc la RGPD, tout ça, on fait attention, on a nos serveurs en Europe. Et ça, c'est super parce qu'il y a un site qui s'appelle European Alternatives qui liste dans plusieurs catégories les produits qui sont juste européens, qui ont leur serveur en Europe. Et je crois que le trafic a fait x5 sur les 3-4 derniers mois. Et je le vois pour mon client qui était dessus depuis longtemps. Le trafic de ce site-là a bien augmenté. Donc c'est ce genre de point. Et ça fait des années que si je travaille pour un client qui a les clients sont en Europe, je vais parler de ce point-là. On est en Europe, on a des serveurs européens, surtout sur des produits plus techniques, parce que c'est un point que pas mal de clients, et encore plus maintenant, préfèrent en fait. Ouais, donc si je comprends, par rapport à ce que tu me dis, par rapport à ce que tu vois, que ce soit pour ce client en l'occurrence et tous les autres, c'est que il y a aussi des paramètres qui sont liés, je dirais, à l'histoire de la boîte et à ses valeurs. Le fait, par exemple, qu'elle soit en Europe, qu'elle soit RGPD compliance, etc. C'est des critères annexes aujourd'hui qui comptent de plus en plus et qu'on peut mettre en avant dans les pages de comparaison, pas juste le combat feature contre feature comme on a l'habitude de voir.
Ça, je pense que vraiment, si on a un bon service client, si on a des témoignages et des interviews où on peut vraiment montrer le service client est au top, ils répondent en 2 heures, ils font attention à nous, ils ajoutent la feature qu'on leur demande. C'est un point qui est parce que si on se bat contre d'autres sociétés qui, eux, veulent juste des contrats à plusieurs milliers de dollars par mois, ils vont pas écouter les petits. Donc, ce David contre Goliath un petit peu, c'est de montrer que on va vous écouter et on est là pour vous. Donc oui, c'est vraiment un point qui a toujours été important. Et pour la partie européenne, c'est un point qui devient de plus en plus important. Ok. Qu'est-ce qui fait la différence selon toi entre une page alternative to qui performe et une page qui n'a pas vraiment d'impact? C'est quoi les ingrédients? Qu'est-ce qui doit absolument être là? Parce que je te demande parce que tu m'as dit que tu n'avais pas de template. Donc ta méthode, c'est essentiellement de la recherche. Et ensuite, sur la base de ces données-là, de voir comment est-ce que tu positionnes la boîte. Donc, c'est quoi un petit peu pour toi les ingrédients, les indispensables? Ouais, quand je dis que j'ai pas de template, ça veut dire que je vais pas forcément faire la table de comparaison de fonctionnalités que toutes les pages ont et qui est jamais vraiment très honnête parce que à moins d'être le leader et d'avoir toutes les fonctionnalités que personne d'autre n'a, mais comme tu viens de le dire, de plus en plus, il y a plus trop de différenciation en termes de fonctionnalités. Donc par exemple, cette table, je vais pas me dire je la mets à chaque fois parce que voilà. Donc voilà, j'ai pas de template sur ça. Je sais que en fonction des avantages concurrentiels ou des faiblesses, je vais adapter la page en fonction de ça. Mais mon but c'est d'avoir une page qui est honnête et qui est transparente. Si elle convertit pas certaines personnes, c'est pas grave. Mon but c'est de convertir les bonnes personnes et de pas dire ce concurrent, il est nul, faut pas y aller, il a une mauvaise réputation, et de juste dire le concurrent il est nul, nous on est géniaux. C'est d'avoir au moins un petit mot positif sur le concurrent, parce que déjà ça veut dire que on n'est pas là à vouloir à souhaiter du mal de nos concurrents. On est là juste pour dire voilà, nous on est différents en ça. Eux ils ont ces choses-là qui sont positives. À vous de faire le choix. Ouais, je suis d'accord. On se décrédibilise tellement en cassant du sucre sur la concurrence. C'est un peu comme si tu as un entretien d'embauche et qu'au final tu dis en fait mon patron c'était un connard. Bon, ça inspire pas confiance en fait sur le moment, quand bien même ce soit vrai. Ok, donc je comprends bien. Honnêteté, aussi un mot positif pour la concurrence, mais voilà comment est-ce que nous on se différencie. Est-ce que la table de comparaison, si c'est pertinent, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui, selon toi, permettent à une page de comparaison, en tout cas celle que tu as faite par exemple pour ton client, de convertir? Pour moi, c'est d'être, mais c'est la même chose pour toutes les pages et pour tout le copywriting. Avoir la réponse rapidement et avoir des réponses claires. C'est que il faut pas scroller jusqu'à la fin de la page pour comprendre les avantages et les inconvénients des deux solutions. Il faut avoir un petit sommaire au début. Nous on est plutôt comme ça, eux ils sont plutôt comme ça. Et puis ensuite te développer. Donc ça c'est ce que je fais assez souvent soit dès le hero, oui, avec la description, avec une petite description, je dis, ou alors même une petite checklist, trois éléments positifs, 3 éléments négatifs, ce genre de choses. Et puis ensuite, je développe. Et là, je développe le narratif. C'est que j'ai eu un client, c'était une petite solution, mais ces clients disaient, c'est pas complexe. L'interface, elle est rapide. On peut faire ce qu'on veut rapidement. Voilà, je vais pas faire de description on a ces features-là que les autres n'ont pas. Je vais mettre l'accent sur voilà ce qu'on dit nos clients. Je vais avoir j'ai
grâce aux interviews des citations de on a utilisé donc le concurrent, l'alternative, et on n'a pas été satisfait pour cette raison et cette raison. Donc ça, ces citations, je vais les mettre bien en avant sur la page. Top. Ça me fait penser, moi je suis totalement d'accord. Faut effectivement, je pense que c'est ça qui fait la différence entre une page aussi qui convertit et une autre qui ne convertit pas, c'est le fait d'utiliser les mots de tes clients, parce que là c'est plus du marketing, c'est juste quelque part la vérité pour ton futur lead. Je mettrais peut-être cette page en description. J'avais vu, c'était la page de Statamic versus WordPress, qui était super bien faite. En tout cas, moi j'avais trouvé génial. Donc je la mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Ça montre en tout cas que l'honnêteté paye, et il n'y a pas besoin en fait de comme tu le disais, de casser du sucre sur ton concurrent pour te différencier. Peut-être juste une dernière question là-dessus, et parce que je pense que c'est un message important. Le ratio recherche-écriture sur une mission, c'est quoi à peu près pour toi? C'est compliqué parce que récemment, avec l'IA, ça a pas mal changé. Mais avant, je pense c'est compliqué. Parce que parce qu'une fois qu'on a fait les interviews, on va écrire peut-être 5-6 pages. Donc au final, toute la recherche qu'on fait, ensuite elle est réutilisable pendant des années, pendant vraiment pas mal de temps. Donc si on prend tout ça en compte, je pense qu'on est sur un ratio 1-1. Voilà, mais faut avoir une bonne balance. Si on fait trop de recherches, surtout, voilà, j'ai mon agence, j'ai mes clients, je vais pas leur dire, je vais commencer par 3 mois de recherche, et puis ensuite, je vais passer 3 mois à faire des pages, et puis peut-être dans 6 mois, on aura un résultat. Donc mon but, c'est d'avoir d'avoir des résultats rapidement, donc de faire une partie recherche, de faire du contenu, de voir ce qui marche, de refaire une phase de recherche si nécessaire. Ok, top. Tu vois, tu me parles de résultats, c'est les transitions toutes trouvées. Qu'est-ce que ça a donné pour ton client? Est-ce que tu peux nous faire le avant-après? Alors, mon client, c'est pas son premier SaaS. Donc, une des premières choses qu'il avait fait quand il a commencé son SaaS en 2017-2018, c'est prendre une agence SEO, enfin un freelance SEO. Et donc, en fait, l'avantage que j'avais avec lui, c'est qu'il avait déjà une autorité de domaine haute et du trafic SEO. Donc l'avantage que ça a eu, c'est que ces pages de comparaison, elles étaient dans les recherches, dans les résultats en première page. Et donc déjà ça a du trafic, quelques centaines de visiteurs par mois, ça qui peut paraître pas beaucoup, mais c'est des personnes qui ont déjà une compréhension du marché, puisqu'ils cherchent des alternatives à un autre produit. Donc, soit ils utilisent ce produit-là, soit ils en ont entendu parler, mais ils aimeraient bien connaître les autres produits similaires. Donc, c'est des gens qui sont déjà prêts quasiment là à acheter. Donc, le taux de conversion de ces pages-là qui va être 2-3 fois supérieur à n'importe quelle autre page du site. C'est l'avantage. Et surtout sur les gros concurrents, c'est potentiellement des sociétés qui ont des grosses sociétés qui ont qui utilisent des outils qui leur coûtent trop cher, mais ils ont un gros budget. Donc en fait, ça peut être des gros clients. Donc forcément, la taille des clients qu'on a via ces pages-là, c'est pas surtout pour les surveys. Si quelqu'un tape Web Surveys, trouve le site et s'inscrit, ça peut être quelqu'un qui va payer $1000 par mois, ou alors quelqu'un qui va payer 50, ou qui veut même pas payer. Et c'est souvent plus le dernier, celui qui veut pas payer, qui cherche Web Surveys. Les autres, donc en général, les leads et les clients qu'on a via ces pages-là sont plus gros que sur des mots-clés plus génériques. Ok,
Donc x2 à x3 sur le taux de conversion. Sur le cycle de vente, est-ce que ça le raccourcit ou pas? Je suis curieux de savoir. Donc sur le cycle de vente, au final, ils vont. Ce qui est bien, c'est on a limite pas besoin de démo parce que ils savent, ils connaissent le marché, ils connaissent les produits, déjà les autres produits. On n'a potentiellement pas besoin de sales parce qu'en fait, Parce que la page fait le job. voilà, ils ont déjà fait le job. Voilà, ils ont juste besoin de tester le produit et ensuite, voilà, s'il y a un besoin de faire un appel sales, la conversion se fera beaucoup plus rapidement. Et ils ont tous les éléments déjà sur la page de comparaison. Donc, ouais, c'est assez rapide en général. Ok. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner là-dessus, juste pour qu'on puisse bien se rendre compte au total, au global, ce que ça donne? J'ai pas de chiffres, voilà. J'ai pas de chiffres précis, mais par exemple, ça doit représenter, rien que ces pages-là doivent représenter peut-être 20-25% du MRR total du SaaS. Donc c'est quand même une part importante, en sachant que c'est peut-être je sais pas 2% du trafic. C'est vraiment important en fait. Donc et puis une fois qu'elles sont là, du moment que le SEO reste, on continue d'améliorer le SEO du site, les pages restent positionnées là. Et donc c'est en termes de ROI, c'est on les écrit une fois. Oui, il faut les mettre à jour une fois de temps en temps pour si notre produit change ou les alternatives évoluent. Mais c'est en termes de ROI, oui, on dépense 1 et on gagne 4 ou 5. Donc c'est vraiment une aubaine. Tiens, d'ailleurs, là, ce que tu as dit, ça me fait me poser une question. Combien de pages on peut écrire? Parce que est-ce qu'on doit écrire est-ce que ça doit être lié au nombre de requêtes, ou est-ce que il faut se positionner sur toutes les requêtes, ou est-ce que aussi il faut faire, comme j'ai pu le voir chez d'autres acteurs, on en avait parlé dans SaaS Club avec Antoine Goré, des pages de comparaison entre deux concurrents et pas juste entre ta solution et le concurrent. Voilà, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Mon point de vue, je dirais que j'essaye de convaincre mes clients de faire un maximum de pages. Je suis vraiment là pour essayer parce que oui, il y a le côté SEO, mais il n'y a pas que le côté SEO. Il y a aussi des gens qui entrent d'une autre manière sur le site, qui voient ces pages-là et qui veulent plus d'informations. Donc, je suis assez pour en faire un maximum parce qu'il y a de se concentrer plus sur les pages qui vont générer du trafic via le SEO, mais le maximum possible. Le problème, c'est que ça a un coût, donc forcément, il y a une priorité. Ensuite, j'ai des clients qui me disent « Non, moi, j'ignore les alternatives qui sont plus petites que moi. » Je ne trouve pas que ce soit une bonne solution parce que ces petites alternatives, dans 3 ans, elles te dépassent, donc vaut mieux être maintenant sur cette comparaison. Mais voilà, ensuite, je peux pas convaincre tout le monde du bienfait de faire un maximum de comparaisons. Clairement. Tu m'avais dit qu'en tout cas, avec ce client-là, il y a eu une chose qui t'avait surpris. Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai trouvé ça intéressant. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a ce contenu de comparaison, des fois, on a besoin de rien faire et des fois on a des pics de trafic parce que il y a un concurrent qui se tire une balle dans le pied et qui fait x10 à son pricing, et donc tout le monde cherche alternative à ce produit. Et donc on a un exemple, c'était un client qui nous dit
Ils m'ont dit que j'ai reçu un email comme quoi je passais de $250 à $5,000. Je cherche une alternative parce que je peux pas payer ça. Et donc voilà, c'est toujours intéressant de voir que même des années après, si on a ce contenu et que un concurrent décide de changer, ce qui sera toujours le cas, c'est comme je disais avant, les concurrents qui lèvent beaucoup de fonds, et je le vois sur mes autres clients, c'est toujours la même chose. Ils vont augmenter les prix des plans basiques, et puis ils vont surtout se concentrer sur des plans en enterprise, en custom pricing à des milliers de dollars par mois ou par an. Et donc, les clients se sentent lésés, le service client se dégrade et ils vont chercher à côté. Donc toujours important d'avoir ce contenu. Ouais, donc ça veut dire que même si on n'a pas envie de faire la page tout de suite, on peut très bien essayer de mettre une espèce de tracker sur les pages de pricing de ses concurrents et se dire le jour où ça bouge, on sort la page et au moins on est là pour saisir l'opportunité, quitte à même peut-être ajouter un petit discount pour forcer la conversion, en tout cas sur de l'annuel. Ça peut être une stratégie. Oui, c'est ce que font. Ouais, il y a des boîtes qui font ça. La discount, dans tous les cas, j'ai vu ça sur les pages de comparaison indéfiniment une discount, mais aussi effectivement quand sur Twitter, celui-là il a augmenté les prix, et puis il y a tous les autres produits qui sautent sur le site opportunité. On vous migre gratuitement et puis on vous offre 30%. Ouais, là c'est l'offre que tu peux pas refuser. Ok, juste un dernier mot pour clôturer l'épisode. Est-ce que tu as des boîtes dont on doit s'inspirer sur le sujet? Tu recommanderais lesquelles? Pour moi, faut regarder dans les catégories de produits qui sont vraiment hyper compétitives. On a un exemple français avec Lemlist dans les CRM, Code Outreach, où ils font du bon contenu. Et dans la même catégorie, Close.com font, je trouve, du super contenu, des pages de comparaison vraiment intéressantes, avec facile à lire, en même temps pas trop biaisé et intéressante pour l'inspiration. Top. Écoute, merci beaucoup. Si tu as des pages à nous partager, on les mettra en description en tout cas. Et je rajouterai aussi celle de Statamic. Merci beaucoup Nicolas. C'était très chouette de t'avoir dans l'émission et j'espère que ça vous aura inspiré. Merci Eric. Ciao, salut.